Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un comparo. Je vais faire un comparatif entre deux jeux qui ont la même filiation que sont Les Contrées de l'Horreur et puis Horror Arkham, la V3. Alors Les Contrées de l'Horreur, j'en ai déjà plusieurs fois parlé sur la chaîne. J'ai fait une revue du jeu, je faisais des petites présentations des extensions quand elles sortaient. C'est un de mes jeux préférés. Et puis Horror Arkham, j'avais pas du tout l'intention de l'acheter. Pas parce que je pensais que c'était un mauvais jeu, mais je pensais qu'il allait faire doublon par rapport à ce que je possédais déjà. Et puis, les deux sont sortis il y a déjà un moment. Celui-là, il est sorti avant Horror Arkham V3. Et puis, entre la sortie de Horror Arkham V3 et puis maintenant, on va dire que mon anniversaire est passé par là. Et donc, entre-temps, j'ai eu le jeu, j'ai eu l'occasion d'y jouer. Et puis, je me suis aussi acheté, du coup, pour faire vivre ce jeu, les extensions. Je pense qu'il y a pas mal de comparatifs qui sont parus au moment de la sortie de Horror Arkham V3. Les personnes se posaient peut-être les questions entre lequel des deux jeux acheter. Bon, moi, j'avais pas eu l'occasion de m'exprimer, donc ça va être l'occasion. Voilà, c'est peut-être pas d'actualité, mais voilà. À mon tour de faire un petit peu ce comparatif entre ces deux jeux-là. Je vais aborder ce comparatif en me plaçant, je pense, en ayant comme focus la version 3 de Horror Arkham en fait. Ce sera l'occasion de comparer celui-là à celui-là peut-être plutôt, étant donné que j'ai déjà pas mal parlé des contrées de l'horreur. Mais de toute façon, ce comparatif, enfin cette vidéo on va dire, c'était pour faire autre chose qu'une revue là-dessus. Et puis elle va s'adresser aux personnes, je pense, surtout qui ne connaissent pas vraiment les deux jeux. On va dire que ça peut être intéressant comme information si jamais il y a des gens qui se posent la question entre acheter un ou l'autre. S'ils ont déjà un des deux, je pense que vous avez déjà assez d'informations là-dessus. Moi, je vais juste pas revenir sur le contexte, en fait, sur le background du jeu. Les deux, en fait, sont des jeux qui sont du même éditeur. Ça se passe dans le monde du mythe de Cthulhu, de Lovecraft. Donc si vous aimez les tentacules, si vous recherchez un Ameritrash dans ce monde-là, c'est deux très très bons candidats. Et puis moi, je vais d'abord essayer de faire un comparo peut-être sur des choses assez concrètes comme le matériel, et puis après peut-être sur des choses en termes de gameplay qui sont un petit peu plus abstraites. Et puis comme ça prend beaucoup de place, je vais faire ça en séquence, et puis après je les collerai bêtement et simplement en éditant ces petits bouts que j'ai enregistrés. Voilà, donc c'est parti, je vais démarrer le comparo. Alors avant même de déballer quoi que ce soit, je vais juste faire un petit peu d'historique concernant ces deux jeux-là. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la gamme, ça permettra de mieux comprendre pourquoi ces deux jeux-là se ressemblent énormément. Il y a d'abord eu, il y a très longtemps, dans les années, je pense des années 80, je dirais plus, enfin je me rappelle plus exactement de la date, il y a eu le jeu Horror Arkham qui est sorti. C'était un jeu édité par Descartes, et moi je l'avais acheté à l'époque, un petit peu après sa sortie en fait, quand j'étais encore un tétard, et je l'avais acheté pour l'offrir à mon meilleur pote. Ça nous avait vachement surpris en fait de jouer à un jeu qui était coopératif, on n'avait jamais vu ça. C'était même assez déroutant pour l'époque. Et puis maintenant, c'est les jeux que je préfère jouer. Enfin quoique, j'aime bien de temps en temps faire des jeux d'escarmouche, enfin des jeux d'affrontement ou des jeux qui ne sont pas coopératifs, mais on va dire que c'est mon style de prédilection. Et puis plus tard, il y a une nouvelle version du jeu, donc Horror Arkham V2, qui est sortie. Et cette version-là, elle a pas mal fait parler d'elle. Ça a démocratisé, je pense, l'Ameritrash coop, en tout cas dans le monde du mythe. Et puis c'était une version qui a connu beaucoup d'extensions, qui a donc eu pas mal de succès. Moi à ce moment-là, je ne faisais plus de jeux de plateau.
j'ai repris plus tard. J'ai eu l'occasion de la tester, cette version 2. C'était une version qui avait pas mal d'avantages parce qu'en termes d'ambiance, elle était un peu moins pulp que les versions qui sont sorties après, comme celle-là. L'action, elle était plus resserrée en fait, il y avait plus de tension on va dire, mais par contre, il y avait pas mal de lourdeur, etc. Et puis, une fois qu'ils ont terminé en fait cette gamme-là, de la version 2, ils ont sorti le jeu Les Contrées de l'horreur. C'est pile à ce moment-là en fait où j'ai repris le jeu de société. Et le comparo que je fais maintenant, on aurait pu le faire à l'époque, je pense. D'ailleurs, il y en a sûrement qui l'ont fait entre Les Contrées de l'horreur et puis la version de Horror Arkham V2. À tel point que Les Contrées de l'horreur, je pense que c'était presque considéré comme la suite ou la nouvelle version, en tout cas le fils spirituel de Horror Arkham V2. Parce que Les Contrées de l'horreur partagent énormément de choses avec Horror Arkham V2. Du coup, forcément, quand il y a eu une version 3, qui n'était peut-être pas forcément attendue après Les Contrées de l'horreur, qui s'inspire du jeu Horror Arkham, comme celui-là s'inspire, ben, on se retrouve avec des jeux qui ont vraiment beaucoup de points communs. Ces jeux-là, ils sont non seulement beaucoup de points communs en termes de gameplay, mais en termes de ressources également, il y a des choses qui sont très similaires parce que l'éditeur, il a un petit peu la coutume de recycler un certain nombre de ressources, notamment les images, ce genre de choses. Donc vous allez voir des tokens qui se ressemblent, vous allez voir des illustrations qui sont parfois reprises, et puis toutes les X itérations, ben, ils font un petit refresh de leurs illustrations et ils redesignent un petit peu certains éléments. Donc du coup, à cause de ça, ben, ces deux jeux-là se ressemblent beaucoup. Donc celui-là, comme je disais avant, est sorti avant celui-là. Cette gamme-là, elle est complètement terminée. Il y a plusieurs grosses extensions qui sont sorties, plusieurs petites, j'en parle sur la chaîne, moi je les ai toutes. Hormis ce qui concerne les plateaux additionnels que j'ai mis à part, donc juste les trois grands anciens sur les trois plateaux additionnels que j'ai rangés dans une boîte à part et que j'utilise de façon très anecdotique, je pense que je vais y faire très peu référence dans ce comparo. Tout le reste tient sur deux boîtes. J'arrive à faire tenir tout le contenu des Contrées de l'horreur sur deux boîtes. Et puis à ce jour, pour ce jeu-là, il y a 3 extensions qui sont sorties, une grosse, une moyenne, une petite. Donc la dernière, c'est celle-là qui vient de sortir il y a vraiment pas très longtemps. Ça, c'est la moyenne. La grosse, elle fait la taille d'une boîte comme celle-là, hein, comme la boîte de base. Et puis la petite, c'est celle-là. Et puis tout le contenu, pour l'instant, tient là-dedans et là-dedans. Ça, c'est un premier élément que je peux vous donner à titre de comparaison. C'est en termes d'encombrement, bah forcément il y a moins d'extensions qui sont sorties pour celui-là, donc ça prend moins de place. Mais je suppose qu'il y a au moins une, je dirais même 2 extensions qui sortiront. Enfin, si je devais prendre un pari, je pense qu'il y a une en tout cas, voire 2 extensions qui sortiront encore, je pense, pour ce jeu-là. On verra si l'avenir me donne raison. Voilà, donc ça c'était un petit historique pour commencer ce comparo. Et puis maintenant je vais pouvoir ouvrir un petit peu les éléments et puis commencer à comparer ça à comparer les éléments de jeu sur du concret. Alors je vais commencer à faire ce comparatif un petit peu sous l'angle du matériel et notamment de la mise en place du jeu. Dans les deux jeux, on a des phases qui sont très similaires. Et je pense que détailler un petit peu les différences entre les phases, c'est pas très important. Ce qui est peut-être plus important, c'est de regarder au niveau du matériel un petit peu les différences. Et puis, ça ressort assez bien lors de la mise en place des deux jeux. Dans les deux cas, quand vous commencez à jouer, vous allez devoir choisir, chaque joueur choisit un investigateur, enfin un ou plusieurs à incarner. Et ça, alors là j'ai mélangé, hop. Et ça c'est très similaire sur les deux jeux, c'est les mêmes investigateurs. Là on peut même voir qu'on a les mêmes illustrations. Donc c'est les mêmes, là il y a Rex Murphy. Et puis chacun des investigateurs a des caractéristiques, c'est les mêmes, pas forcément avec les mêmes valeurs, hein, d'accord, des points de vie, de santé mentale. Et puis un petit peu de fluff, et puis le nombre de ressources avec lesquelles il démarre. Donc ça, c'est vraiment très similaire. D'ailleurs, la façon de réaliser des tests sur les deux jeux, avec les valeurs qu'on a sur les attributs, ben, c'est le même système. C'est exactement la même procédure sur les deux jeux.
Ce qui change un petit peu, c'est qu'il y a un petit peu plus de personnalisation dans la version de Horror Arkham V3, mais c'est pas non plus le jour et la nuit. C'est-à-dire que ici, les ressources avec lesquelles on commence, elles sont personnalisées, que ce soit des compétences, enfin des talents ou bien des objets, alors qu'ici, dans les contrées de l'horreur, c'est plutôt générique. Maintenant, il y avait l'extension des masques de Nyarlathotep qui permettait un petit peu de personnaliser un peu plus les investigateurs. Ici, de base, il y a un petit peu plus de personnalisation, on va dire, et il y a un peu de choix, mais c'est vraiment assez anecdotique, on va dire. Ça c'est pas le jour et la nuit entre les deux. Mais c'est un petit ajout qui est assez appréciable. En dehors de ça, c'est assez similaire. Chaque personne choisit son investigateur. Et puis ensuite, il faut choisir l'ennemi, on va dire, ou la menace, ou bien le scénario à jouer. Dans Horror Arkham, on choisit ce qu'on appelle un scénario. Et puis, dans les contrées de l'horreur, on choisit un grand ancien contre lequel on va se battre. Alors, entre guillemets. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait comprendre. C'est-à-dire que, comme ça, d'une façon très superficielle, si je vous dis ça, on pourrait supposer que ici, c'est en gros le gros ennemi qu'on va devoir combattre. Et puis ici, c'est une histoire qu'on va devoir résoudre, enfin mener. Et donc, que ici, c'est beaucoup plus générique et que c'est beaucoup plus basique comme objectif en fait, c'est un objectif d'affrontement, alors que là c'est beaucoup plus narratif. Dans les faits, c'est beaucoup plus semblable que ce qu'on pourrait y penser, même si effectivement il y a un peu plus de narration ici, et si c'est un petit peu plus générique dans les contrées de l'horreur. La vérité c'est que on ne va pas combattre directement un grand ancien. Un grand ancien en fait nous donne un certain nombre d'objectifs qui sont thématisés en fonction, qui sont spécifiques à chaque grand ancien, qu'on va devoir résoudre. Ça fait partie de la mise en place. Et puis ici, derrière chaque scénario, il y a un grand ancien en fait. Chaque scénario est thématisé et puis il y a la thématique, elle tourne autour d'un grand ancien. De la même façon que c'est ici, c'est juste que les objectifs ne se déroulent pas de la même façon sur ces deux jeux-là. Donc ça, je vais y venir un petit peu plus tard. Mais c'est assez similaire en fait. En gros, on a sur cette fiche-là des éléments de mise en place et puis certains effets que procure ce grand ancien sur le jeu. Et puis des objectifs qui sont thématisés en fonction du grand ancien. Et puis ici, on a un scénario, mais qui nous donne en gros des objectifs qui sont thématisés en fonction d'un grand ancien aussi, ou en fonction du scénario si vous préférez. Et puis il y a des informations de mise en place et puis des effets qui sont liés au scénario. Donc c'est beaucoup plus similaire que ce qu'on pourrait penser. C'est juste que la thématisation elle est un petit peu plus forte ici en fait que dans les contrées de l'horreur. Par contre, ce qu'on gagne en thématisation, on va le perdre ailleurs. Donc c'est pas forcément un point positif, d'accord. Il faut pas retenir, c'est que pour l'instant, ne retenez pas que c'est des points positifs ou des points négatifs, c'est juste des petites variations. Donc une fois qu'on a choisi le scénario le grand ancien, il faut faire de la mise en place. Et puis là, on peut tout de suite s'apercevoir au niveau du matériel qu'il y a pas mal de différences. Si on regarde Horror Arkham, il y a beaucoup plus d'éléments de mise en place qui sont détaillés sur un scénario. À nouveau, ça accentue le fait que chaque scénario est beaucoup plus thématisé que ça ne l'est ici que quand on choisit un grand ancien. Et ça commence par la surface de jeu. Dans Horror Arkham, la surface de jeu c'est Arkham, enfin on va dire des quartiers Arkham qui sont reliés. Alors parfois c'est pas forcément des quartiers de Arkham, ça peut être les environs comme Innsmouth ou bien Kingsport. Et puis je pense qu'on aura également Dunwich comme ça a été le cas pour la V2 dans une éventuelle future extension. Alors qu'ici c'est la carte du monde. Alors là j'ai pas tout, on voit pas le tout, mais en gros c'est la carte du monde. Donc la surface de jeu, elle est très différente. Et ça c'est, je pense, une des principales différences. À nouveau, sans que ce soit plutôt positif ou négatif en faveur de l'un ou de l'autre, mais ça a comme effet d'avoir une action qui est beaucoup plus dispersée en fait. Et en termes d'ambiance, il y a quelque chose de différent qui se dégage. Le fait de voyager dans le monde, on a un sentiment de temporalité qui n'est pas le même
que le fait d'évoluer dans des quartiers de la ville d'Arkham. Ici, l'action elle est beaucoup plus centrée. Ça, c'était déjà le cas dans la V2, et c'est quelque chose qui a été, conservé dans cette nouvelle version d'Arkham. Ici, l'action elle est beaucoup plus dispersée. Et puis, la mise en place des quartiers. Donc là, j'ai juste mis deux tuiles, hein, mais il y en a... Moi, les tuiles et les connecteurs. Donc là, je vais peut-être montrer un petit peu plus de matériel sur ce jeu-là parce que j'en ai pas parlé, hein. Je les mets dans cette boîte-là. Voilà. Une fois qu'on a mis les connecteurs dessous, puis que ça repose, ça étire pas trop la boîte si on positionne bien les quartiers. Donc il y a un certain nombre de quartiers qu'il faut mettre en place. Par exemple, pour ce scénario, il y en a 4. Enfin, il y en a 4 au début, parce qu'après, il y en aura d'autres, hein. Moi, quand j'ai joué à celui-là, j'ai dû mettre les quartiers d'Innsmouth, par exemple. On met en place donc le plateau de jeu dans la mise en place ici, alors qu'ici, il n'y a pas besoin de le faire. Et puis après, il y a d'autres éléments de mise en place. C'est générer déjà des menaces en fait sur l'aire de jeu. Et ici, c'est exactement pareil. Vous allez devoir générer des portails, déjà des monstres existants sur la surface. Ici, il va falloir placer d'autres choses. C'est des fléaux, mais bon, et des monstres. Mais c'est assez similaire. Là où il y a un petit peu de mise en place qui est, je trouve, un petit peu plus laborieuse sur le jeu de cartes Horror, sur le jeu de plateau Horror Arkham, c'est que comme c'est beaucoup plus spécifique, comme c'est plus thématisé, la préparation parfois elle peut être un petit peu plus laborieuse, mais c'est non plus pas le jour et la nuit. Typiquement, ici les monstres ils sont génériques, alors que ici on va sélectionner dans un paquet de cartes les monstres que l'on veut, que l'on doit jouer sur ce scénario pour constituer un deck de monstres. En dehors de ça, il va falloir constituer ici un deck d'événements, mais on a le pendant ici, même si jamais il n'est pas utilisé de la même façon, c'est pas la même chose. Il y a un deck d'événements ici qu'on pourrait appeler le deck mythe. Le deck d'événements, c'est celui qui va nous apporter plus de dangers, plus de menaces, plus de difficultés au fur et à mesure de la partie, qui va nous distraire en fait ou nous détourner de notre objectif pour résoudre le scénario. Et puis pareil, de la même façon ici, le deck mythe, on va le constituer parce que c'est quelque chose qui va apporter donc des éléments à combattre, qui va également nous détourner de la réalisation de nos objectifs. Alors ici, chaque carte elle est spécifique à ce scénario-là. Donc là à nouveau c'est beaucoup plus thématisé. Et puis ici on constitue un deck d'une façon différente entre chaque grand ancien. Par contre, le paquet mythe dans lequel on va sélectionner les cartes, c'est chaque fois le même en fait. Donc il y a les cartes mythes elles-mêmes ne sont pas thématisées. La construction du deck elle est différente, mais les cartes mythes ne sont, on va dire les cartes événements ici, qui sont des cartes mythes, ne sont pas thématisées. Mais ça à nouveau, le prenez pas comme quelque chose qui est forcément un avantage pour ce jeu-là et un désavantage pour ce jeu-là, parce que quand on a toutes les extensions ici, on a tellement de cartes mythes. Et en fait, les cartes mythes, elles sont vraiment, en termes d'ambiance, en termes de ce qui nous arrive, c'est très très riche en fait, je trouve. Alors que ici, les cartes événements, ça s'apparente à les cartes rencontres qu'on peut tirer quand on joue en fait. Quand on fait des rencontres sur les différentes cases. Ici, il y a une vraie différence entre les rencontres qu'on peut faire avec des cartes rencontres et puis les cartes mythes qui ont une structure différente. Alors, il y a d'autres cartes qui viennent quand même compléter ces événements qui viennent rajouter en fait du danger, du chaos, on va dire. Il y a des cartes manchettes, etc. Et donc... Mais globalement, c'est pas parce qu'on a des cartes événements ici qui sont thématisées, parce qu'on en a quand même très très peu, et que ici, les événements, c'est un gros paquet commun, que on a quelque chose avec plus d'immersion sur ce jeu-là. Au contraire, moi je trouve que c'est même l'inverse en fait. Je trouve que la multiplicité en fait, enfin la variété des éléments dans lesquels on a à piocher, et puis la qualité de ces éléments-là fait que pour moi on a plus... je trouve que c'est plus intéressant sur les contrées de l'horreur, mais ça j'y reviendrai plus tard.
Voilà. Après, en termes de mise en place, c'est assez similaire. Il faut préparer des tokens, il faut préparer des cartes, il faut les mettre à côté pour qu'elles soient accessibles. C'est des cartes de rencontre, etc., etc. C'est des ressources. Ça, c'est assez similaire entre les deux. Il n'y a pas beaucoup de, différence. Donc, la première chose qu'on peut déduire en fait de cette de ce premier comparatif, c'est que ces deux mises en place qui prennent du temps sur les deux jeux, je trouve que même si jamais il y a un peu moins de, ça prend un peu moins de place sur Horror Arkham, ça c'est assez pratique. Enfin, il y a encore, ça dépend des scénarios. Je trouve que la mise en place, elle peut être parfois un petit peu plus longue ici, mais à nouveau, c'est pas le jour et la nuit. Et puis ce qu'on peut retenir, c'est que ici, on a quelque chose de très très thématisé, de très spécifique à un scénario, et puis ici, ça l'est moins. C'est quand même plus agréable de faire une mise en place sur les contrées de l'horreur, notamment pour les cartes monstres que je vous ai dit, mais en plus, ici, pour les objectifs, on doit aller chercher dans un gros paquet qui est le codex, en gros, un certain nombre de cartes, et on ne connaît pas vraiment l'objectif. C'est-à-dire que ici, on a des cartes qui sont numérotées, et puis un scénario va vous dire commencez par poser la carte, je sais pas moi, 21, 24, et puis il y a des cartes, et puis vous allez dérouler les objectifs au fur et à mesure. Donc ça, c'est pas mal parce que ça apporte une certaine surprise en fait. Il y a le côté découvert typiquement qu'on a dans des jeux narratifs. Mais bon, le fait que ce soit un peu plus compliqué dans la mise en place, c'est pas très très grave ça. C'est surtout que ici, quand on a fait un scénario et qu'on a déroulé en fait les différents objectifs, ça devient beaucoup plus prévisible. L'action elle est beaucoup plus prévisible si on rejoue le même scénario. Ça a le défaut de ses avantages, c'est-à-dire que le fait d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus spécifique, on a forcément moins de contenu, parce que sinon ce serait énorme en fait. Le nombre d'éléments qu'il y aura ici, le nombre de cartes, le nombre de quartiers, etc. etc. Et ça a le désavantage que quand on refait un scénario, on a moins l'impression de se renouveler. Alors qu'ici, un grand ancien qu'on a battu une première fois, on en fait d'autres, on revient le faire, on retire au hasard le même grand ancien une autre fois, la partie elle sera quand même très très différente. Pourquoi? Parce que ici, quand on choisit des objectifs, comme je vous l'ai dit, on choisit parmi un certain nombre de mystères. Classiquement, c'est 6-3 objectifs, on les résout au hasard. Alors certes, il y a moins de fluff, mais on ne sait pas dans quel ordre on va les résoudre. Les combinaisons, elles peuvent être différentes. Ici, il y a des embranchements différents, il y a des embranchements qui se font de façon différente sur le codex. Mais quand on déroule un petit peu l'histoire, c'est pas... Comment dire? C'est pas assez varié en fait. Et puis... certes, il y a un petit peu plus de narration dans le fait d'avoir un scénario plutôt qu'un grand ancien avec des objectifs qui n'ont ici aucun lien les uns avec les autres. Une fois qu'on en a terminé un, on passe simplement au suivant. Ici, c'est beaucoup plus lié, mais voilà quoi. Je trouve que ça apporte moins de rejouabilité en fait. Malheureusement, certes, c'est plus thématisé, mais il y a un peu moins de rejouabilité. Le fait de procéder comme ça. Et puis, je vous l'ai dit, le côté narratif ici, ok, quand on va regarder un objectif, on va avoir un petit peu plus de texte. Quand on va résoudre un premier objectif, puis on va piocher une autre carte dans le codex, il y aura l'histoire qui va avancer. Mais on passe très peu de temps sur ces éléments. Là où on passe du temps, c'est quand on joue. Et donc, ce côté narratif, en fait, il s'efface assez vite. Et ce qu'on perd ici, en fait, ce qu'on n'a pas ici en termes de narration, par contre, on va le gagner parce que sur les 4 mythes, on a des choses qui sont beaucoup plus riches, etc. etc. Et ça, je vais en parler un petit peu. Donc voilà, en termes de mise en place et en termes de matériel, là, on peut déjà voir qu'il y a
Il y a un certain nombre de différences sur les deux jeux. Moi, je dirais que là, il y a beaucoup plus de thématisation, mais un peu moins de rejouabilité pour l'instant, avec une action qui est beaucoup plus recentrée. Là, l'action, elle est beaucoup plus dispersée. Et la première conclusion que je tire, c'est que ben, j'ai l'impression déjà, rien qu'avec... Enfin, j'ai pas l'impression, je le sais déjà, mais je veux pas tout de suite aller à la conclusion, mais c'est que pour un jeu, enfin pour un nombre de joueurs plus restreint, ça semble être déjà un meilleur candidat au vu de ce que je viens de dire. C'est ce que je dirais dans ma conclusion d'ailleurs. Mais déjà là, on peut le voir, quoi. Parce que là, bon, ben, je pense que le sweet spot, c'est 4 joueurs, même s'il y a 3 joueurs, il marche très bien, les contrées de l'horreur. Alors que celui-là, je pense que si on est un joueur solo, le fait d'avoir un peu de narration en plus, ça nous plonge un petit peu plus, c'est de la découverte, ça aide en fait quand on est solo, alors que quand on est plusieurs, ben, ça émulsionne avec les autres joueurs. Quand on est à 2 joueurs aussi, et que le fait que l'action soit plus concentrée, on arrive mieux à voir ce qui se passe en fait, on agit quartier par quartier, alors qu'ici c'est beaucoup plus dispersé dans le monde. Il faut avoir un certain nombre d'investigateurs pour avoir des synergies qui s'opèrent ou des échanges entre investigateurs. Bon ben voilà, là on peut dire que ça s'adresse déjà dans les différences en termes de matériel et puis un petit peu de mécanique que j'ai expliqué, ça s'adresse peut-être à un nombre plus restreint de joueurs. Je pense que le sweet spot ici c'est entre 1 et 3, alors que là c'est 4 ou 3 on va dire. Ça c'est la première conclusion qu'on peut tirer en fait des premiers éléments au niveau du matériel et de la mise en place que je vous ai donné. Ok, si on regarde maintenant peut-être des éléments qui sont moins liés à l'aspect matériel, si on regarde un petit peu les différentes phases de jeu pour voir un petit peu les similitudes et puis les différences qu'il y a entre les deux jeux. Alors comme je l'ai dit au tout début, les phases qu'on a dans les deux jeux, elles sont globalement les mêmes. Alors, si on regarde les différentes aides de jeu, on verra qu'il y a quand même des petites différences. Mais en termes d'action, de ce que peuvent réaliser les investigateurs, il y a quand même pas mal de choses qui sont similaires. Puis si on regarde les phases, il y a aussi quand même pas mal de choses qui sont similaires. En fait, les différences, elles se situent surtout dans l'implémentation en fait de ces différentes phases. C'est-à-dire qu'il y a des phases de mythe dans les deux, dans lesquelles on ne réalise pas exactement la même chose. Mais l'objectif de ces phases, c'est les mêmes. Puis il y a des phases d'investigateurs, on va dire, dans les deux, mais peut-être qu'elles ne s'appellent pas de la même façon. Peut-être que parfois ces phases elles sont regroupées ou en découpées en une ou deux phases. Mais globalement, si on regarde ça à nouveau d'un point de vue très très macro, on verra qu'il y a beaucoup de similitudes parce que dans les deux jeux, il y a des phases où on peut diriger nos investigateurs, en fait, se déplacer, voyager, etc., etc., s'équiper. Il y a des phases dans lesquelles, donc c'est la phase de mythe où c'est le jeu qui nous rajoute du danger, en gros. Et puis, il y a des phases d'interaction, on va dire. Alors parfois, il y a certains éléments qui sont dans des phases d'interaction qui vont se retrouver dans d'autres phases selon les jeux, mais en gros c'est chaque fois un petit peu pareil. C'est des phases qui nous permettent en fait d'avancer dans notre objectif ou de faire des rencontres ou des choses comme ça. Donc il y a des phases d'investigateurs, il y a des phases de mythe, il y a des phases dans lesquelles c'est plutôt nous qui agissons, il y a des phases c'est plutôt le jeu qui, entre guillemets, qui agit, qui se bat contre nous, puis il y a des phases d'interaction qui sont des phases de rencontre. Même si jamais c'est structuré un petit peu de façon différente entre les deux jeux, globalement, la dynamique, c'est la même en fait. Par contre, dans l'implémentation, il y a des différences. Et les différences, elles se font surtout dans les phases de mythe, je trouve. Et puis, dans les interactions, il y en a également qu'on peut avoir avec le jeu, même si les interfaces en fait qu'on utilise pour avoir des interactions, c'est-à-dire pour faire des rencontres, c'est les mêmes. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, comme dans ce jeu-là, quand on est sur un certain nombre quand on est sur des cases, on peut faire des rencontres. Notre objectif globalement sur les deux jeux, c'est donc d'accomplir des objectifs, et souvent un des médiums pour accomplir ces objectifs, c'est la récolte d'indices.
Et donc on a des pions indices sur ce jeu-là. Et donc sur celui-là, on en a aussi. Et puis pour récolter ces pions indices, il faut faire des rencontres. De la même façon, on peut s'équiper sur les deux jeux en visitant des quartiers ici, en visitant des villes ou d'autres lieux ici, et on fait des rencontres. Et chaque fois qu'on fait des rencontres, eh ben, on tire des cartes de rencontre et puis on voit qu'elles sont très très similaires. Et ici c'est une carte de rencontre de quartier en fonction du quartier où on est. Il y a 3 paragraphes. Et puis ici c'est en fonction de la ville qui est plutôt sur ce continent-là. Il y a 3 paragraphes aussi. Donc le matériel il est très très similaire. La façon d'interagir à ce niveau-là elle est très très similaire. Par contre c'est vrai que il y a des différences sur la phase mythe, et puis il y a des différences au sein de ces différentes phases qui sont quand même structurantes. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, je vais en évoquer une ou deux. Par exemple, ici, les monstres. Ici, les monstres, ils sont mobiles. Alors, pas tous les monstres, en fait. Ils peuvent être mobiles. Et puis, ils ont donc des capacités de déplacement. Et puis après, voilà, donc ils ont un certain nombre d'aptitudes, etc., etc. Ici, les monstres, ils sont fixes. La plupart du temps, en fait, on va dire. Ils apparaissent sur une case et puis ils y restent, en fait. Sur une ville et puis ils y restent. En fait, ils ne se déplacent pas à travers le monde. Ici, forcément, c'est plus logique. On est dans la ville d'Arkham. Ils peuvent passer d'un quartier à un autre, potentiellement. Et puis donc forcément, là, ça amène donc des choses supplémentaires pour gérer le déplacement des monstres qu'on n'a pas ici. Et puis ici, les monstres, on va les attaquer pendant la phase de rencontre, alors qu'ici, en fait, ça fait partie de la phase d'action où on a la liberté, en fait, de faire une action d'attaque. Donc il y a ces différences-là, effectivement, entre les deux jeux. Il y a ce genre de différence. Mais globalement, à nouveau, si jamais on prend un peu de hauteur, on a des cultistes. On les combat de la même façon, on peut s'améliorer de la même façon pour leur faire des dégâts. Ils ont des points de vie aussi, en fait. Alors là, le cultiste c'est un peu particulier, mais sur ce jeu-là, mais ils ont des points de vie aussi. Ils nous infligent ils ont des résistances. Ils nous infligent des dégâts aussi. C'est très très similaire en fait, quoi. Les monstres, ils sont là pour nous empêcher d'accomplir notre objectif. C'est des choses qu'on doit gérer en plus. Puis ici, c'est exactement pareil. Même si on les combat pas dans les mêmes phases, globalement, on fait un petit peu la même chose. Mais c'est vrai que, voilà, de temps en temps, il y a des choses qui sont un petit peu plus riches ici. De temps en temps, c'est ici. Parce que si les monstres se déplacent, puis ici, il y aura d'autres choses. Il n'y aura pas le déplacement des monstres, mais il y aura d'autres choses, en fait. On peut avoir des rumeurs en fait avec des manchettes. Je vais pas trop rentrer dans le détail des règles. Ici, en fait, on a quelque chose d'un petit peu plus riche. Quand on a des rumeurs, c'est des choses qui se passent en fait sur certains lieux, puis il faut aller faire des choses. Donc voilà, ça s'équilibre un petit peu en fait, on va dire à ce niveau-là. Dans la phase de mythe, pour moi, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que ici, on va constituer en fait un sac. Alors, j'ai dit avant que le paquet événement, c'était un petit peu le pendant du paquet mythe en fait. Ça dépend comment on se situe. On pourrait très très bien dire que ici, pour avancer dans nos objectifs, chaque grand ancien en fait a un certain nombre de cartes rencontres et c'est thématisé. On pourrait dire que c'est plutôt ces cartes rencontres qui sont le pendant du paquet événement. On pourrait dire ça en fait. On pourrait dire ça. Et les deux sont vrais en fait. Les deux sont vrais, c'est-à-dire que ce que j'ai dit avant, le fait que les cartes événements peuvent générer en fait du danger, comme les cartes mythes peuvent le faire, mais le fait qu'on fasse également à travers les cartes événements qui sont des cartes rencontres, qu'on arrive à progresser pour gagner des indices, c'est également le vrai. Et à ce moment-là, c'est le pendant en fait des rencontres qui sont thématisées sur les grands anciens dans ce jeu-là. C'est parce qu'en fait dans ce jeu-là, les cartes qui sont dans un deck peuvent se déplacer en fait dans un deck rencontre. Les cartes événements peuvent potentiellement aller dans un deck rencontre. Je ne vais pas aller dans le détail des règles. Du coup, c'est le pendant des deux. Et c'est ce qui fait que, effectivement, je vous ai dit que c'était plus thématisé ici, mais en fait, c'est aussi très thématisé ici. Ça ressort peut-être moins, mais on a des cartes rencontres qui sont spécifiques aux grands anciens, donc
Donc ce gap-là, en fait, il n'est pas aussi grand que ce qu'on pourrait penser. Si on se concentre du coup que sur la phase mythe, vraiment, et qu'on fait plus ce comparo avec les cartes événements, ici, comme je vous ai dit, on doit constituer en fait un sac avec des jetons comme ça, en fait. Un sac de mythe ou un sac de... Je ne sais pas si ça s'appelle sac de chaos comme dans le jeu de cartes. Alors qu'ici, on a un nombre de cartes qu'on doit piocher. Et puis là, par contre, c'est nettement moins thématisé, c'est nettement moins immersif sur ce jeu-là. C'est-à-dire qu'ici, on va tirer un jeton, et puis ce qui va se passer à chaque phase de mythe, ben, ce sera exactement la même chose. Ici, ben, on va prendre des cartes justement du paquet événement pour la mettre... enfin, on va générer un indice, et puis déplacer une carte d'un paquet à un autre pour pouvoir potentiellement récupérer cet indice. Ici, on va tirer une carte manchette. Là, ça va faire apparaître un monstre, etc. Et ce sera tout le temps comme ça, tout le temps pareil. Et ça fait une phase mythe qui est un petit peu répétitive, qui est nettement moins intéressante. Et alors j'allais dire que moins tendu, non, parce qu'on flippe franchement quand on doit faire apparaître les pions fléaux. Il y a de la tension, mais il y en a beaucoup moins qu'ici en fait. Il y en a vraiment beaucoup moins qu'ici parce qu'en fait les cartes mythes elles ont un petit peu de fluff et puis elles ont des événements qui sont plus riches, qui sont plus intéressants. Puis chaque carte mythe en fait a un effet différent et puis le paquet de cartes mythes il est gros. Donc je vous ai dit à un moment que ce jeu-là il était peut-être un petit peu plus thématisé, qu'il y avait peut-être un petit peu plus d'ambiance, de narration. J'ai réduit en fait ce gap-là en vous disant mais attention, il y en a également ici, mais ça ressort pas forcément. Et puis ben, maintenant, je vous dis l'inverse en fait, il y a des éléments ici qui sont nettement plus immersifs que c'est le cas sur Horror Arkham. Et donc, quand on regarde un petit peu cet aspect-là à travers les différentes phases, et ben moi je trouve qu'il y a, enfin l'avantage qu'avait Horror Arkham de prime abord, et ben il s'efface en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il est plus immersif celui-là que celui-là, je pense que c'est à peu près similaire, mais voilà, c'est sur différents éléments en fait que ça se fait. Chacun a un petit peu ses avantages. Sur les différentes phases, ce qui ne ressort pas en fait comme différence dans ce que je vous expliquais, et ce qu'on ne peut pas voir quand on regarde juste en fait les phases qu'on déroule, et puis la philosophie des jeux qui est globalement la même, hein, celle où on doit en gros décider est-ce que on fait des actions, on fait des choix pour avancer dans notre objectif, pour gagner la partie, ou est-ce qu'on fait des actions pour empêcher le jeu de nous battre, en gros, pour essayer de réduire la menace. La philosophie, c'est à peu près la même dans les deux jeux. Par contre, il y a quelque chose de très différent, je trouve, entre les deux, qui ressort pas comme ça si vous regardez juste des revues très très grossières sur le jeu ou si vous regardez un petit peu le matériel. C'est que en termes de prise de décision, moi je trouve que ce jeu-là est beaucoup plus simpliste en fait. Ici, on a des fléaux et donc c'est de la menace qui peut, enfin c'est des pions qu'on peut placer sur les quartiers, c'est de la menace. Et puis plus on en a, plus ça devient compliqué. Au bout d'un moment, on place un portail, enfin une anomalie au centre du quartier et ça devient encore plus compliqué de prendre des indices et ça fait avancer le scénario vers une issue qui est négative. C'est comme ça en fait souvent qu'on perd la partie en fait, c'est parce que le scénario avance vers une issue négative à cause de ces pions fléaux. Ça c'est quelque chose qui est assez inspiré du jeu de cartes du JC Horror Arkham, où on a d'un côté un deck où on essaie de faire progresser l'histoire, et puis de l'autre côté un deck où c'est plutôt le jeu qui essaie de faire progresser l'histoire, et puis d'un côté on gagne, de l'autre côté c'est le jeu qui nous bat. Bon bah on arrive à faire progresser peut-être typiquement l'histoire ici si on récolte des indices et puis le jeu il fait progresser en fait les éléments dramatiques en sa faveur pour nous faire perdre s'il y a beaucoup de fléaux. Et puis la gestion ici en fait elle est alors au fur et à mesure des extensions et des scénarios c'est un petit peu plus riche mais
si jamais je suis très grossier, un petit peu réducteur, elle est souvent assez binaire en fait. Il y a les fléaux en fait, il y a les monstres, et puis il y a les indices à récolter en gros. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus riche. Alors certes, en fait, dans tous les scénarios, on n'a pas forcément, il ne faut pas forcément récolter des indices pour faire avancer chaque objectif. Mais si jamais je prends ce cas nominal, ici, il y a des indices qu'on doit récolter, il y a des portails qu'on doit fermer, les effets des portails, ça fait avancer la piste du destin. En fait, enfin bref, la façon de perdre la partie. Dans ce jeu-là, c'est la progression du codex. En fait, ici, c'est quelque chose qui est commun, certes, à tous les grands anciens, mais il y a plus de prise de décision, en fait, sur ce jeu-là. Parce que les paramètres, en fait, sont plus nombreux et sont sur le plateau. Donc, on peut plus facilement se dire... Enfin, il y a beaucoup plus d'éléments sur lesquels on peut réfléchir pour se dire « Ah, bah attention, là, on va plutôt se concentrer sur des rumeurs. Là, on va se concentrer sur les portails, sur les monstres, sur les indices. » ou alors là, on veut pas que la piste du destin avance, ou bien là, on veut... Il y a beaucoup plus de prise de décision sur les contrées de l'horreur, en fait. Il est beaucoup plus riche, en fait, à ce niveau-là. Et c'est pas parce qu'il a plus d'extension, je pense que c'est dans ses mécaniques. Il est juste plus intéressant à ce niveau-là, alors que celui-là, ben, il est beaucoup plus simple, en fait, je pense. Alors, on pourrait dire aussi qu'il est quelque part un petit peu plus accessible, en fait, Horror Arkham. Et pour moi, la vraie différence en termes de mécanique, elle se situe surtout là. C'est dans la prise de décision. Parce que globalement, c'est assez similaire, comme je vous ai dit, les phases. C'est assez similaire. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de prise de décision et qu'il est plus tactique, il est plus intéressant. J'allais dire qu'il est plus challenge. Pas forcément, parce qu'il est quand même assez challenge, celui-là. Mais... il y a plus de discussions autour de la table, en fait, dans les contrées de l'horreur. Ce qui peut amener à faire des parties beaucoup plus longues aussi. Ça, c'est un critère que je peux déjà aborder maintenant, c'est que potentiellement, c'est deux jeux qui sont très très longs, mais les contrées de l'horreur, si on y joue à plusieurs, comme il y a beaucoup plus d'échanges, en fait, mais c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est toute cette dynamique, il peut être plus long. Donc moi, je le trouve... même si mécaniquement ça se ressemble, ici on a peut-être plus la simplicité qu'on peut avoir dans un pandémique, mais c'est très très réducteur de dire ça, c'est parce que le côté fléau c'est très inspiré de... Enfin c'est un peu inspiré de pandémique. Bon voilà quoi, celui-là je le trouve beaucoup plus riche parce qu'il y a beaucoup plus de composants, d'éléments qu'on pose, et puis d'interactions en fait qu'on peut avoir, je trouve, sur le plateau de jeu. Et puis la façon dont les choses se combinent aussi, en fait, ça amène plus de richesse, en fait. C'est pas juste le fait, à nouveau, je le répète, qu'il y ait plus d'extension. C'est vraiment dans le cœur des mécaniques du jeu. Voilà, donc ça, c'est, en termes de mécanique, un petit peu les différences qu'on peut noter si on compare un petit peu les deux jeux. Et puis bon là, c'est déjà assez long, je vais arriver un petit peu à ma conclusion et puis reprendre des éléments dont j'ai déjà parlé. Alors, je vais passer un petit peu à ma conclusion et puis vous dire un petit peu ce que je pense, moi, personnellement, de ces deux jeux. Alors, moi, avant d'avoir Horror Arkham, donc comme j'ai dit, j'avais les contrées de l'horreur, c'est un de mes jeux préférés, et je pensais, et je pense toujours, que ces jeux-là se complètent pas forcément, en fait. Ils sont un petit peu... enfin, ça fait des doublons d'avoir ces deux jeux dans la ludothèque. Moi, pour l'anecdote, en fait, pas ce week-end, mais le week-end passé, j'avais fait une grosse sortie, enfin j'avais fait une sortie rando, du paddle, etc. Puis à la fin de la journée, on a improvisé une soirée jeu. Et on s'était dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Et c'est de là, en fait, que m'est venue l'idée de faire ce comparo-là. On a pris 3 jeux comme ça, on a pris Horror Arkham, on a pris Star Wars Border Exterior et puis Planète Apocalypse. Alors finalement, on a fait du Planète Apocalypse, mais avant de choisir le jeu, on discutait d'Horror Arkham et on discutait de est-ce que en fait celui-là pourrait apporter quelque chose que celui-là ne possède pas en fait. Alors de vous à moi je préfère celui-là. Franchement, je préfère celui-là parce que je le trouve plus riche. Je trouve que l'action elle est plus intéressante sur ce jeu-là. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de rejouabilité.
certes, ici, en termes d'extension, on a les choses qui sont beaucoup plus modulables. Ça peut paraître plus intéressant, mais par contre, ce qui est moins bien, c'est que quand vous avez un nouveau scénario, de nouvelles extensions, de nouveaux quartiers, de nouvelles cartes qui sont dédiées au scénario, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir rajouter en fait au premier scénario. Alors que ici, quand il y a des nouvelles extensions, bah, il y a plus de cartes rencontres, il y a plus de cartes... Enfin, il y a chaque fois du matériel qui s'additionne en fait, donc il y a plus de variété je trouve ici, quoi. Et sur ce jeu-là, si vous achetez pas les plateaux additionnels, rien qu'avec les petites extensions, et puis la dernière grosse, les masses de Nyarlathotep, sur ce jeu-là, je pense que vous aurez plus de contenu et plus de rejouabilité que vous en aurez jamais ici, même si jamais il y a encore 2 ou 3 extensions qui sortent. Ça, c'est mon impression. Ici, le matériel, il se cumule un peu moins, on va dire. Alors ici, il y avait des choses qui étaient spécifiques, qui sortaient au fur et à mesure, qui étaient dédiées aux grands anciens, mais ici, il y a également des cartes qui vont étayer un petit peu les paquets qui sortent. Il n'y a pas que des choses qui sont... Dans les choses nouvelles, il n'y a pas que des choses spécifiques au scénario, mais quand même, ça se cumule moins en fait. À la fin, on a des paquets moins gros, communs à tous les scénarios dans lesquels on peut aller piocher, donc plus de variété, quoi. Et puis, à nouveau, de par la structure d'un scénario et de par la structure en fait d'un grand ancien, enfin des éléments que je vous ai déjà évoqués, ben, je trouve qu'il y a moins de rejouabilité en fait, il y a moins de variété, il y a moins de rejouabilité dans ce jeu-là. Et je dirais ça aussi après qu'il y ait 2 ou 3 extensions qui sont sorties. Néanmoins, si j'avais dû faire ce comparo-là au moment où ce jeu-là est sorti, et avec ce jeu-là qui possède plein d'extensions, j'aurais eu un avis qui est beaucoup plus défavorable. Là, depuis qu'il y a des extensions qui sont sorties, il y a quand même de nouvelles règles en fait qui évoluent. Alors même si elles sont spécifiques à un scénario, dans les quartiers, il y a de nouveaux lieux, il y a de nouvelles choses qui font qu'on se renouvelle. Et c'est assez intéressant. En fait, moi, quand je parle de rejouabilité, c'est global. C'est si on a envie de refaire un scénario qu'on a déjà fait, qu'on a déjà réussi, c'est là où c'est un petit peu moins intéressant celui-là. Mais si j'avais eu que la boîte de base, j'aurais trouvé que c'était un jeu qui était assez léger, pas très très riche comparé à celui-là. Bon, maintenant, je revois un petit peu ce jugement. Et je trouve qu'avec les extensions, il est quand même très très riche. C'est quand même un bon gros Ameritrash qui a beaucoup de contenu. Et c'est juste parce que je le compare à un jeu que j'adore beaucoup que parfois je peux être un peu vache avec celui-là. Mais c'est 2 très très bons jeux, je pense. Je pense que c'est vraiment 2 très bons jeux. C'est juste que celui-là, je trouve qu'il a des mécaniques un petit peu plus intéressantes. Et puis je trouve qu'il permet d'avoir un petit peu plus de rejouabilité. Néanmoins, quand je me suis dit, mais est-ce que ce jeu-là, il peut vraiment apporter quelque chose à quelqu'un en plus ou de différent qui n'aurait pas ces 2 jeux-là? Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à aller vers celui-là? Le fait que ce soit celui-là qui soit sorti en dernier et que l'actualité, elle soit sur celui-là, pour moi, ça se justifie pas. Je pense qu'on arrive toujours à trouver des boîtes de ce jeu-là. C'est pas quelque chose qui est encore trop difficile à trouver. Je crois je ne sais pas s'il est encore réimprimé, mais il y a des stocks en fait encore dans les magasins, donc il est trouvable. Pour moi, la seule vraie raison qui me ferait acheter ce jeu-là, c'est pas le fait que ce soit un peu narratif, c'est pas le fait que l'ambiance elle est dans Arkham ou ici c'est le monde, c'est vraiment le nombre de joueurs en fait. C'est là où je trouve que celui-là, il apporte quelque chose que celui-là n'a pas, et puis je l'ai déjà évoqué. Je pense que pour un joueur solo, la question elle peut se poser. Elle peut se poser dans le fait d'avoir plutôt ce jeu-là que celui-là. Donc moi, je préfère celui-là, ça ne veut pas dire que c'est celui-là. Je préfère les contrées, ça ne veut pas dire que c'est les contrées que je recommande. Mais je pense qu'un joueur solo pourrait préférer jouer à Aurora Arkham. À cause de ce que j'ai dit, puis d'autres choses qui sont peut-être plus difficiles à synthétiser comme ça. Et puis même, à 2 ou à 3, la question, elle peut encore se poser. Voilà. Donc bon, bah moi j'ai les 2. Maintenant que j'ai celui-là, je vais acheter les extensions et puis je vais le garder quand même parce qu'il est chouette. Du coup, je me dis qu'ils se complètent. Même s'ils ont chacun leur identité. Moi, je pense qu'ils sont doubleaux. C'est vrai qu'ils ont quand même chacun leur identité. Et puis, je pense que c'est le nombre de joueurs qui fait que je vais sortir plutôt celui-là ou celui-là, quoi. Si on est 2 ou 3. Enfin, si on est 2, je vais sortir le jeu de cartes. On va dire.
Si jamais un jour je fais un gros améritrage tout seul, peut-être que je sortirai celui-là plutôt que celui-là. Si on est 3, je vais sortir peut-être plutôt celui-là que celui-là. Mais c'est parce que je possède les deux. Si jamais je devais en posséder que un des deux, ce serait les contrées de l'horreur que j'aurais. Et puis si on est 3, je prendrais celui-là. Si on est 4, je prendrais celui-là. Puis si on est 2, je prendrais d'autres jeux. Puis si je suis seul, je prendrais d'autres jeux, quoi. Là, j'ai le luxe de pouvoir choisir entre ces deux jeux-là. En tout cas, ma conclusion, c'est que c'est deux très bons jeux, je pense. Vraiment, ils sont très bons jeux. Ils sont très similaires. Peut-être d'un point de vue subjectif, il y en a certains qui préféreront l'un à l'autre, mais là, je ne peux pas vraiment vous donner des billes là-dessus. Hein, c'est chacun à ses goûts, quoi. J'aurais eu un avis beaucoup plus négatif, je pense, à la sortie de ce jeu-là, mais je l'ai découvert après je l'ai reçu après qu'il y ait des extensions qui soient sorties. Donc là, je trouve qu'il commence à être étoffé, puis qu'il commence à être assez intéressant, il commence à pouvoir se mesurer aux contrées. Même si mon chéri, c'est des contrées de l'horreur. J'ajoute un dernier point avant de vous dire au revoir. Sur le matériel, c'est deux très beaux jeux. Les composants, ils sont très très similaires. C'est le même éditeur, même si celui-là il est plus moderne. Celui-là, il est quand même assez récent. C'est vraiment très très proche. Il y a quelque chose que je trouvais rébarbatif sur ce jeu-là, mais vraiment discriminatoire, qui m'a carrément pas donné envie de trop m'intéresser au jeu au moment où il est sorti. C'était les tuiles. J'avoue que c'est pas très très beau en fait ça. Les quartiers, le fait que ce soit comme ça, ok c'est pratique, mais c'est pas très très beau. Alors on s'y fait, mais ça c'est une question de goût et c'est très personnel. Et puis il y avait autre chose, mais qui a été corrigé. Il y avait des gros traits blancs pour séparer les cases en fait. Et ça ça délimitait encore plus les tuiles en carton en fait, ces traits blancs. C'était vraiment très très moche. Et ben moi je plains les personnes quelque part qui ont acheté ce jeu là au moment où il est sorti, parce qu'ils ont ça, puis après avec les extensions ils ont corrigé ça, mais dans les nouvelles éditions ils ont écouté les joueurs, et là on peut voir que les traits ils sont beaucoup plus ténus, et du coup moi je ne le savais pas, ça c'est au moment où j'ai reçu le jeu, je me suis dit chouette, finalement il est pas, enfin c'est pas aussi laid quelque part que l'idée que j'en avais au moment où j'avais vu le matériel à sa sortie en m'informant sur le net. Donc moi je suis content de ce cadeau-là, et puis voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a été utile. Si jamais vous devez faire un choix entre ces deux jeux-là, si vous hésitez entre les deux, peut-être des informations que j'ai pu vous donner qui peuvent vous intéresser. Et puis moi je vous parle de tentacules. Avant de conclure, je vais vous dire que j'espère que vous aimez ça. En tout cas, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, parce que je vais parler encore pas mal de tentacules, quoi. Que ce soit des jeux qui sont chez HFG ou ailleurs, malheureusement, c'est une question de... c'est pas une question d'actualité, c'est mon actualité, en fait, on va dire. Je pense que pas mal de vidéos qui vont paraître... je vais bien replonger dans les tentacules pendant un bon moment, donc peut-être à bientôt dans une de ces vidéos. Allez, ciao ciao.